Alors on me dira peut-être que en licence, c'est pas encore tout à fait le moment, le master MEF c'est encore loin. Et pourtant, moi je crois que la licence, c'est le moment idéal pour prendre ce type de recul. Moment idéal parce que quand on est en licence, on a quitté l'école depuis déjà quelque temps. On n'est plus impliqué dans l'école. Et puis on n'y est pas encore impliqué. Si jamais on devient enseignant ou parent d'élèves, c'est pas pour maintenant. On a encore quelques temps. Ça veut dire qu'en licence, c'est le moment où on est le plus libéré de ces enjeux affectifs, identitaires, que de ces souvenirs qu'on peut avoir de l'école. Il joue toujours un rôle, bien évidemment, mais c'est le moment où on est le plus capable, en fait, de prendre un peu de recul. On peut regarder l'école avec un regard distancié. Et ça doit permettre de voir le problème dont je voudrais vous parler, alors que Pierre Perrier a déjà largement développé, donc moi je ne reviendrai pas sur ce qu'il dit, moi je vais vous en parler dans une perspective euh, plus historique, mais le problème des inégalités. Alors, si jamais vous n'avez pas compris dans le cours de Pierre Perrier, moi j'insiste, l'école française, oui, elle est inégalitaire. Il y a un document qui paraît chaque année au moment du bac, qui est publié par le sociologue Baptiste Coulmont, qui est un spécialiste des prénoms. Il publie ce petit graphique qui vous montre les résultats du bac en fonction de votre prénom. Et c'est un graphique qui est assez cruel et assez révélateur, assez cruel pour l'école française. Alors, il vous indique, vous voyez, le nombre de candidats euh, qui ont passé le bac. Alors, je ne sais pas si c'est le nombre de candidats qui ont passé le bac ou le nombre de candidats qui ont eu le bac. Bon, étant donné le taux de réussite, la différence n'est de toute façon pas très forte. Donc le nombre de candidats en ordonnée, hein, on va commencer par là, je crois que c'est ça que j'ai dit, nombre de candidats en ordonnée, donc vous voyez par exemple les Léa tout en haut. Hein. Les Léa, il y a eu plus de 5000 Léa qui ont passé le bac. D'accord? C'est au-dessus de 5000. Et puis, en abscisse, on vous indique la proportion de mentions très bien. Donc, si vous allez tout à droite, vous voyez que les Diane, alors là, c'était sur le bac 2017, hein, ça varie assez peu d'une année sur l'autre. Les Diane, il y a près de 25% des Diane qui ont obtenu une mention très bien. Un quart des Diane obtiennent une mention très bien, et vous voyez que ce n'est pas tellement le cas des autres. Hein. Diane, ce sont les championnes. Juste derrière, vous avez les Adèles, qui doivent être autour de 24%, 23%, et ainsi de suite. Alors, la première révélation de ce graphique, vous me direz, c'est que le prénom le plus donné il y a 18 ans, enfin il y a 20 ans maintenant à peu près, c'est Léa. D'accord. Bon, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt le taux de mention très bien. Et donc ça nous montre que les Diane sont les meilleures. Ça nous montre aussi alors oui, comme ça vous voyez, si vous voyez comment vous pourrez appeler vos enfants, appelez les Diane et elles auront plus de chances d'avoir une mention très bien. Non, c'est pas tout à fait comme ça en fait. Mais enfin, si vous voulez, vous pouvez choisir vos prénoms. Voilà. L'ennui, c'est que vous avez une chance sur deux d'avoir un garçon, et vous remarquez que des garçons, il y en a assez peu parmi les très bons. La première chose donc que nous révèle ce graphique, c'est que dans les mentions, dans les hautes proportions de mentions très bien, il y a quand même nettement plus de filles que de garçons. Et si vous regardez de l'autre côté, dans les faibles pourcentages de mentions très bien, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Ça, c'est le premier enseignement. Alors c'est un sujet, l'inégalité entre garçons et filles, c'est un sujet qu'on n'abordera pas dans ce cours, c'est un sujet à part entière qui est très intéressant, et là-dessus, la sociologue Marie Durubella, par exemple, a écrit beaucoup de choses très intéressantes. Je n'y reviens pas cette fois. Mais on parlera d'autres choses, et particulièrement des inégalités socio-économiques. Et les prénoms sont un révélateur particulièrement fort. Si vous regardez les taux élevés de mention très bien, Diane, Adèle, Joséphine, Alix, Anna, Théophile, Joseph, Philippine, Angèle, Claire, Agathe, etc. Voilà. Et les taux bas de mention très bien, on a Dylan, Jordan, Mohamed, Mehdi, Cassandra, Alban,
et Charline. Ce sont des prénoms qui sont socialement marqués. Alors bien évidemment, il y a des gens qui portent, qui s'appellent Jordan, Mehdi ou Cassandra dans les classes les plus favorisées, bien sûr, et n'empêche que, en proportion et statistiquement, c'est un prénom qui est beaucoup plus donné dans les milieux populaires. En revanche, les Adèle, les Diane, les Théophile et les Joséphine, on les retrouve beaucoup plus dans les milieux favorisés, ce qui n'empêche pas bien sûr qu'on en trouve aussi dans les milieux populaires. Et c'est une question de proportion et de statistique. Alors, on se rend compte, en regardant ce graphique, c'est très net que c'est beaucoup moins le prénom qui joue sur votre taux de mention, très bien, que l'origine sociale. Et bien entendu, il y a des Cassandra, il y a des Mehdi, il y a des Diane qui obtiennent une mention très bien, cela va de soi, mais vous voyez bien qu'ils sont moins nombreux que les Jeanne, Louise, Alice et Grégoire. Alors, ça c'est un des révélateurs, je dirais, anecdotiques des inégalités dans l'école française. On peut regarder d'autres documents. Il y a un document bien connu qui est celui que nous donnent les enquêtes PISA. Alors PISA, hein, le programme sur les acquis des élèves, le programme d'enquête sur les acquis des élèves, c'est fait chaque année par l'OCDE, c'est fait tous les 3 ans par l'OCDE. Et ici, j'ai les résultats de 2006. Alors, en fait, ils n'ont pas changé. Les résultats sont sensiblement, les classements sont sensiblement les mêmes. Mais si je gardais ceux de 2006, parce que là, on dispose de statistiques intéressantes. Il y a énormément de statistiques dans l'enquête PISA. Et celles que je retiens ici, je ne les ai pas sous la main pour PISA. Je crois que le dernier, c'était 2019. Il faudra vérifier. Non, c'est PISA 2018 qui est sorti en 2019, c'est ça. Ça sort avec un an après l'enquête. Hein. Donc, on n'a pas ici, on n'a pas ces données pour une enquête PISA plus récente. Il n'empêche que ça n'a pas fondamentalement varié. Alors, PISA évalue les élèves dans 3 domaines, la culture scientifique, la compréhension de l'écrit et les mathématiques. Et ici, on vous indique l'écart de points entre les élèves dont le statut économique, social et culturel des parents est élevé et ceux dont le statut économique, social et culturel des parents est faible. Donc on prend le quart le plus favorisé de la population et le quart le moins favorisé de la population. Et là, on se rend compte que la Finlande et l'Islande, vous voyez, sont les pays qui ont l'écart le plus faible. Donc ils ont un écart. Leur école est inégalitaire. Elle confirme les inégalités sociales. Mais cet écart est le plus faible du monde, donc ce sont les pays qui ont l'école la moins inégalitaire. Et vous remarquez que ça vaut en culture scientifique comme en compréhension de l'écrit en mathématiques. La Finlande, qui est première en culture scientifique, elle est 3e en compréhension de l'écrit, et elle est 3e aussi en mathématiques. L'Islande est 3e en culture scientifique. Donc voilà, Islande et Finlande sont les pays les plus égalitaires. La Corée du Sud se défend très bien, le Canada se défend très bien lui aussi. Voilà, on a là un tiercé de tête qui est assez manifeste. Évidemment, vous allez tous chercher la France, c'est pas très difficile puisque vous voyez que dans la culture scientifique, la France est dernier, assez nettement. Hein, l'écart est le double de celui de la Finlande, l'écart entre les plus favorisés et les moins favorisés. Alors, est-ce que ça va mieux en compréhension de l'écrit? Ben pas tellement, la France est avant-dernier. Alors en mathématiques, peut-être, ben non, la France est avant-dernière. Donc au total, quand on regarde, la France est la dernière. Si on fait la moyenne des 3. Hein. La France est le pays qui a le plus grand écart de résultats entre les élèves issus de milieux favorisés et les élèves issus de milieux défavorisés. Ça, c'est fait sur les élèves de 15 ans, hein, l'enquête PISA. Alors, pourquoi y a-t-il tant d'écart? Moi, je ne reviens pas sur tout ce que vous a dit Pierre Perrier. Juste, je rappelle, allez, 3 points, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. D'abord,
le fait que le premier critère, le premier facteur de différenciation sociale, eh bien, c'est la connaissance des mécanismes de sélection et d'orientation. Les parents qui connaissent mieux les mécanismes de sélection et d'orientation, sont ceux qui vont faire les meilleurs choix pour leurs enfants. Je vous renvoie là-dessus à une vidéo de Franck Lepage. J'espère que vous connaissez Franck Lepage, qui fait des conférences gesticulées très intéressantes et qui en a fait plusieurs sur l'école et qui raconte, lui, son passé d'enfant d'ouvrier. Dans les années 60, ses parents l'ont emmené, il a un certain âge, Franck Lepage, dans les années 60, ses parents ont tenu absolument à l'inscrire au lycée. Et puis en arrivant au lycée, les parents très très fiers, parce que, alors on verra plus tard que c'était pas pour tout le monde le lycée. Ses parents ouvriers, très très fiers, l'inscrivent au lycée, et puis en arrivant au lycée, la première question qu'on leur pose, c'est bon, vous voulez l'inscrire en 6e, classique ou moderne? Et là, la maman réalise que elle ne savait pas ce que c'était que classique ou moderne. Alors, elle demande, quelle est la différence entre les deux? On lui répond, en fait c'est la même chose, mais en classique il y a des langues mortes. Voilà, à l'époque, en fait, c'était la même chose, classique et moderne dès la 6e, sauf que en classique, on avait le même programme, mais en plus, on faisait 5 heures de latin par semaine. Bon, donc voilà, on appelait ça des langues mortes à l'époque, maintenant on dit langues anciennes. Donc voilà, la maman de Franck Lepage, dans son milieu social, elle ignorait déjà la différence entre classique et moderne, elle ne savait même pas ce que c'était que des langues mortes, et il fallait qu'elle inscrive son fils, et elle ne savait pas que la voie de l'élite, c'était classique. Alors, elle a un peu par chance, parce qu'elle avait regardé les autres avant, les mieux habillés, ce qu'ils choisissaient, allez, elle l'a inscrit en classique, mais sans vraiment savoir. Or, pour un élève de milieu ouvrier comme Franck Lepage qui a eu cette chance et qui a fait Sciences Po par la suite, donc qui a bien réussi à l'école, et qui raconte ça dans sa conférence, je vous renvoie à sa conférence gesticulée sur l'école, qui est sur YouTube, pour un enfant d'ouvrier comme ça qui s'en sort, combien y en a-t-il dont les parents n'ont pas su, tout simplement qu'ils pouvaient l'envoyer faire ce genre d'études. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est la familiarité avec la culture scolaire. La familiarité avec la culture scolaire, c'est-à-dire le langage que l'on a à l'école. Je pense qu'avec Pierre Perrier, vous avez parlé de Basil Bernstein, le langage des classes sociales, le grand classique de la sociologie américaine sur la différenciation sociale des parcours scolaires, du fait de la maîtrise de la langue et de l'usage de la langue qui n'est pas le même dans les milieux favorisés et dans les milieux populaires. Et puis les loisirs. Les loisirs sont entre les familles qui choisissent des loisirs qui seront en phase avec ce qu'on fait à l'école et les familles où on choisit des loisirs qui ne correspondent pas à ce qui est valorisé à l'école. Les références culturelles, les conversations que l'on peut avoir. Alors Luc Ferry, par exemple, le philosophe qui a été ministre de l'Éducation de 2002 de 2002 à 2007, je crois, à vérifier. Luc Ferry raconte que Luc Ferry, philosophe, il faut savoir qu'ils sont, je crois, 4 frères dans la famille, et il y en a 3 qui sont devenus philosophes. Donc, Luc Ferry aime raconter que quand il était enfant, dans sa famille, à table, de quoi parlait-on? C'était un jeu qu'ils avaient avec leur mère. Leur mère les faisait jouer à trouver des synonymes. Elle disait un mot, et c'était le jeu à celui qui trouverait le plus de synonymes. Ça peut être amusant comme jeu, et voilà, c'est un petit challenge qu'on a à trouver le plus de synonymes d'un mot, oui. Mais vous pensez bien qu'on ne fait pas ça dans toutes les familles, et que ceux qui ont fait ça dans leur famille, ont un vocabulaire évidemment infiniment plus riche que les autres, et cela les valorisera à l'école. Et tant mieux pour eux, on ne va évidemment pas le leur reprocher. Donc voilà, la connaissance des mécanismes de sélection et d'orientation, la familiarité avec la culture scolaire sont 2 facteurs très importants des inégalités.